puis 10, 15. Au bout d'environ 30 secondes, il se tourne vers moi. Ça ne marchera jamais. Voilà plusieurs semaines que nous faisons ça. Reed accumule des heures supplémentaires pour parachever une énorme fusion qui nous fera perdre notre boulot, mais juste après, j'envisage de fonder ma propre société. Tous les jours, dans la voiture, je lance des idées à Reed. Je tente de le convaincre de me rejoindre en tant que conseiller ou investisseur, et apparemment il semble intéressé. Il n'hésite pas à me donner son avis. Il sait reconnaître les bonnes idées et aussi les mauvaises. Et celles de nos trajets matinaux? Elles sont pour la plupart mauvaises. Reed rejette celle-là comme toutes les précédentes. Elle est irréalisable, elle n'est pas originale, elle ne fonctionnera jamais. Et puis, chez les jeunes, le baseball est de moins en moins populaire, me fait-il remarquer, tandis que nous nous immobilisons derrière un camion de sable. Ce sable est à destination de San José, où il sera transformé en béton pour la construction de routes et de bâtiments dans une Silicon Valley en plein essor. Personne n'a envie d'être astreint dès le début à un marché déclinant. Tu te trompes, je conteste, lui expliquant pourquoi. Moi aussi, j'ai fait mes recherches. Je connais les chiffres de vente des articles de sport. J'ai jeté un coup d'œil à la production de battes de baseball, le coût des matières premières, le prix d'achat et de fonctionnement de la fraiseuse. Et, d'accord, j'ai peut-être un attrait personnel pour cette idée. Mon fils aîné vient d'achever sa première saison de Little League. Pour chacun de mes arguments, Reed a une réponse. C'est quelqu'un d'analytique et de rationnel, qui évite de perdre son temps en mondanité. Il est aussi direct que moi. Nous haussons le ton, mais nous ne sommes pas en colère. C'est une dispute, mais une dispute productive. Chacun de nous comprend l'autre. Chacun de nous sait que l'autre va opposer une résistance intraitable, sans compromis. Ton attachement à cette idée n'est pas très rationnel, déclare-t-il, manquant de m'arracher un éclat de rire. Dans son dos, j'en ai entendu certains le comparer à Spock. Je ne crois pas qu'ils considéraient cela comme un compliment, mais ils auraient dû. Dans Star Trek, Spock a presque toujours raison. Reed aussi. Quand il est convaincu que quelque chose ne fonctionnera pas, il se trompe rarement. La première fois que j'ai vu Reed, nous étions sur le point de prendre un avion de San Francisco à Boston, à l'autre bout des États-Unis. Reed venait de faire l'acquisition de ma société, mais nous n'avions pas encore eu l'occasion de passer du temps ensemble. J'étais assis près de la porte d'embarquement, parcourant un classeur d'informations sur les détecteurs de fuite de mémoire et la gestion des versions logicielles, quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Reed. « Tu es assis où ?» m'a-t-il demandé, étudiant mon billet en fronçant les sourcils. Lorsque je lui ai répondu, il m'a pris le billet des mains, s'est dirigé vers le guichet et a échangé mon titre de transport contre une place en classe affaires. « C'est gentil, » me suis-je dit. « Comme ça, je vais pouvoir lire, me détendre et peut-être même dormir un peu. » Mais cela a été ma première leçon au sujet de Reed. Lorsque l'hôtesse nous a tendu des cocktails gratuits, il les a refusés, s'est tourné vers moi et m'a regardé droit dans les yeux. Puis, durant les 5h30 du vol, il m'a fait un exposé exhaustif de l'état de notre entreprise, marquant tout juste une pause pour boire une gorgée d'eau pétillante. J'ai à peine pu placer un mot, mais cela m'était égal. Il venait de me fournir l'une des analyses commerciales les plus brillantes que j'ai jamais entendues. J'ai eu l'impression d'être connecté à un superordinateur. Nous ne sommes plus en classe affaires. Nous sommes dans une Volvo qui aurait bien besoin d'un lavage complet. Mais je continue à trouver Reed fascinant et son attitude rafraîchissante. Je lui suis reconnaissant pour ses conseils, pour le travail de consultant qu'il m'offre gracieusement durant ses allers-retours sur les routes sinueuses de la Silicon Valley. Quelle chance j'ai eue de me retrouver dans la même entreprise et la même ville que quelqu'un qui comprend ma vision des choses et peut me fournir une aide précieuse. Sans parler des économies de carburant. Mais il est néanmoins frustrant de m'entendre dire qu'un concept sur lequel j'ai travaillé toute une semaine est totalement irréalisable. Au fond, je finis par me demander si toutes mes idées ne reposent pas sur des fondements aussi instables et mouvants que le sable du camion devant nous.
Ce camion, à propos, se traîne encore sur la file de gauche, ralentissant tout le monde. Je suis agacé. Je lui fais un appel de phare. Le chauffeur me regarde dans son rétroviseur, mais n'a pas la moindre réaction. Je marmonne quelques jurons absurdes. « Il faut que tu te détendes », me conseille Reed en désignant la circulation devant nous. Il m'a déjà répété 2 fois que ma manie de changer constamment de fil est au bout du compte contre-productive et inefficace. Ma façon de conduire le rend dingue et lui donne un peu mal au cœur. On arrivera quand on arrivera. Je vais m'arracher les cheveux, je lui confie, même si je n'en ai plus beaucoup. Je passe la main dans ce qui me reste de boucles et cela se produit. J'ai une de ces révélations qui ne surviennent que trop rarement. J'ai l'impression que tout se passe en même temps. Le soleil surgit de derrière les nuages et le crachin se dissipe. Le camion de sable se rabat sur la bonne file en poussant un gémissement et la circulation semble reprendre. J'ai le sentiment de voir à des kilomètres, au cœur de la ville congestionnée de San José, les maisons, les immeubles de bureaux, les sommets des arbres qui se balancent au gré du vent. Nous prenons de la vitesse et derrière nous, les séquoias s'éloignent. Dans le lointain, j'aperçois le mont Hamilton, sa crête scintillante de neige. Et puis, elle me vient. L'idée qui fonctionnera enfin. Des shampoings personnalisés par correspondance, je lui annonce. La Silicon Valley adore les belles histoires. Les idées qui changent tout, les révélations au beau milieu de la nuit, les conversations qui commencent par « et si on faisait ça autrement ?» Ce genre d'histoire repose souvent sur des révélations. Celles que l'on raconte aux investisseurs sceptiques, aux conseils d'administration méfiants, aux journalistes inquisiteurs et au bout du compte, au public, mettent généralement l'accent sur un moment particulier. Celui où tout est devenu évident. Brian Chesky et Joe Gebbia, qui ne parviennent plus à payer leur loyer à San Francisco, s'aperçoivent qu'en gonflant un matelas pneumatique, ils peuvent faire payer des gens pour qu'ils dorment dessus. C'est Airbnb. Travis Kalanick dépense $800 pour un chauffeur privé le soir du réveillon du Nouvel An et se dit qu'il doit forcément exister un moyen de faire moins cher. C'est Uber. Pour Netflix, on raconte que Reed en a eu l'idée après avoir écopé d'une pénalité de $40 pour avoir rendu en retard le film Apollo 13 au blockbuster de son quartier. Il se serait dit « et s'il n'y avait plus de pénalité de retard ?» Et boum, l'idée de Netflix lui serait venue. C'est une belle histoire, elle est pertinente. Comme on le dit en marketing, elle est émotionnellement vraie. Mais comme vous le verrez dans ce livre, ce n'est pas toute l'histoire. Certes, il y est question d'un exemplaire d'Apollo 13 rendu en retard, mais l'idée de Netflix n'a rien à voir avec les pénalités de retard. En fait, au début, nous aussi, nous les facturions. Surtout, l'idée de Netflix n'est pas venue dans un moment d'inspiration divine. Elle ne nous est pas venue subitement, parfaite, efficace et évidente. Les révélations sont rares. Et quand on y fait allusion dans l'histoire d'une idée, le récit est souvent simplifié à l'excès ou simplement faux. Nous adorons ces histoires parce qu'elles correspondent à notre vision romantique de l'inspiration et du génie. Nous voulons des Isaac Newton assis sous un pommier, des Archimèdes dans leur baignoire. Mais la réalité est généralement plus complexe. La vérité, c'est que pour chaque bonne idée, il y en a 1 millier de mauvaises. Et parfois, il peut même être difficile de les différencier. Des articles de sport personnalisés, des planches de surf sur mesure, des recettes de nourriture pour chiens individualisées, ce sont toutes des idées que j'ai proposées à Reed. Des idées sur lesquelles j'ai travaillé des heures. Des idées que je trouvais meilleures que celles qui, après des mois de recherche, des centaines d'heures de discussions et des réunions marathon dans un restaurant familial, donnent naissance à Netflix. Je n'avais aucune idée de ce qui fonctionnerait et de ce qui ne fonctionnerait pas. En 1997, mes 2 seules certitudes étaient de vouloir monter ma propre société et de vendre des articles sur Internet. C'était tout. Il peut paraître absurde qu'une des plus importantes sociétés de médias au monde soit née de ces 2 désirs, mais c'est le cas. Cette histoire raconte